Bonjour, voici la correction de l'exercice à propos de l'observation d'une exoplanète qui était tombée en septembre 2017 aux Antilles, donc l'année dernière. Je vous mets l'adresse du site labolycée.org sur lequel vous trouverez toutes les épreuves de bac et leurs corrigés, classées soit par date, soit par thème. Alors vous avez évidemment la feuille de l'exercice avec vous, ainsi que l'exercice que vous avez fait et de quoi prendre la correction. Vous pouvez mettre pause en appuyant sur la touche espace du clavier pour pouvoir avoir le temps de noter la correction, les formules et la rédaction. Première question. Alors, il est question de diffraction dans la première partie de cet exercice qui limite l'observation d'une exoplanète à côté de son étoile et on vous demande quelle propriété de la lumière permet d'expliquer le phénomène de diffraction. Il faut savoir, la diffraction, c'est un truc d'onde. Si on a affaire à une onde, on peut faire de la diffraction. Donc on a de la diffraction avec la lumière, qui est une onde électromagnétique. Donc ici, la figure de diffraction de la lumière quand elle passe à travers un trou circulaire, ce qui va être le cas pour notre télescope, qui est une entrée circulaire. Voilà le montage qu'on avait fait en TP. Donc vous reconnaissez la figure de diffraction avec les tâches de diffraction séparées par des points où l'intensité lumineuse est nulle. Vous l'avez en dessous en lumière blanche. Mais la diffraction, là, avec toutes les ondes. Donc là, ici, les vagues sur l'océan. On peut avoir de la diffraction avec le son. Dès qu'on a une onde, on peut avoir de la diffraction. Voilà, l'observation, une vraie photo d'étoile et de son exoplanète. Ce que vous voyez sont les tâches de diffraction. Ce n'est pas la taille de l'étoile et la taille de l'exoplanète. Ce sont des tâches de diffraction obtenues lorsque la lumière entre dans le télescope. Et on va voir que pour limiter au maximum la diffraction, il faut que l'entrée du télescope soit suffisamment grande. D'où la deuxième question, déterminer le diamètre D du télescope terrestre permettant de distinguer la planète de son étoile. On admet la longueur d'onde lambda égale 2 micromètres. Je rappelle, plus l'ouverture est grande, moins on va avoir de diffraction. Et on vous donne la formule, ici, l'angle de diffraction égale 1,22 multiplié par lambda, la longueur d'onde, divisé par l'ouverture, donc ici l'ouverture du télescope. Pour résoudre ce problème, on va aller chercher dans les documents les formules et les données qui nous seront utiles. Tout est dans le document 1. La première ici formule, c'est la seule qui contient le diamètre D du télescope, la première qui va nous être utile. Lambda, on connaît, il reste à déterminer θ diff. Donc θ diff, à quoi on va le relier? Là, on n'a pas moyen, on ne le connaît pas. Donc on va aller chercher plus loin dans le document à quoi on peut relier θ diff. Vous avez ce document-là qui vous dit les conditions justement sur l'angle de diffraction qui va permettre de séparer deux objets lumineux. Ici, on doit se positionner dans ce cas-là où l'angle alpha, on va le voir juste après, l'angle alpha, vous l'avez ailleurs dans ce document, qui est l'angle sous lequel on voit l'étoile et la planète, qui doit être supérieur à l'angle de diffraction pour pouvoir les séparer. Regardez, on va avoir une relation déjà, alpha supérieur à θ diff, c'est-à-dire alpha supérieur à 1,22 fois lambda sur d. Maintenant, reste à savoir comment on va calculer cet angle alpha. C'est un petit peu de géométrie, de trigonométrie. Vous avez ailleurs dans le document le schéma qui vous représente cet angle alpha sous lequel on voit l'angle apparent, sous lequel on voit l'exoplanète et son étoile, et on vous dit que comme il s'agit d'un angle assez petit, alpha environ égal à tangente alpha égale R, la distance qui sépare l'exoplanète de son étoile, divisée par la distance entre l'étoile et la Terre. On a tout ce qui... On sait qu'alpha doit être supérieur à θ diff, qu'alpha est égal à R sur D, et θ diff égale à 1,22 fois lambda sur D. On va donc avoir R sur la distance Terre-étoile supérieure à 1,22 lambda sur D. On connaît R, on vous le donne, on connaît la distance Terre-étoile, on vous la donne aussi dans le texte. On connaît lambda, donné dans la question, on va pouvoir calculer le diamètre du télescope, qui est l'objet de la question. Voilà. Alors allons-y. Notre équation, R sur D supérieur à 1,22 fois lambda sur D, ce qui nous donne D supérieur à 1,22
22 fois lambda fois d sur R. On va passer au calcul. Alors, les données, où sont-elles? Je vous disais qu'elles étaient données dans le texte. Ben, le voilà, le texte. Vous avez la distance. Donc, cette exoplanète orbite à une distance estimée de 55 unités astronomiques autour de son étoile. Donc, elle est à une distance de 55 unités astronomiques. On vous donne dans les données, juste avant la question, la valeur d'une unité astronomique et la distance entre l'étoile et la Terre, 230 années-lumière. On vous donne pareil la valeur d'une année-lumière. Donc, on va commencer par calculer ces distances en mètres, convertir en mètres. Voilà, elles sont ici. Vous avez les données, comme je vous disais, juste au-dessus des questions. Alors, dans le bac, vous avez vraiment des informations disséminées. La première chose à faire, la première chose qu'on évalue, c'est votre capacité à mettre en relation les données qui sont éparpillées dans le document. Mais comme ce serait dans la vraie vie, vous n'avez pas toutes les données rassemblées au même endroit. Ici, c'est ce qu'on recrée dans le bac. Donc 55 unités astronomiques, c'est-à-dire 55 fois 1,496 fois 10 puissance 11 mètres, ce qui nous donne 8,2 fois 10 puissance 12 mètres. En plus, ils sont gentils, ils donnent directement en mètres. Et la distance entre la Terre et l'étoile, que je vais noter simplement DTE, 230 années-lumière, c'est-à-dire 230 fois 9,461 fois 10 puissance 15 mètres, ce qui donne 2,18 fois 10 puissance 18 mètres. On a tout ce qu'il faut. Je vous rappelle, vous notez au fur et à mesure les équations qu'on a. Vous mettez pause si nécessaire. On reprend notre équation. On va avoir D supérieur à 65 cm. On trouve 0,65 m, donc 65 cm pour avoir... Alors, simplement pour que les tâches de diffraction commencent à se séparer. Si vous voulez avoir la photo là qui est en bas à droite de l'écran, il va falloir avoir un télescope bien plus large. Et donc là, typiquement, on a l'angle, la séparation entre l'étoile et son exoplanète, qui est environ 3 fois la tâche de diffraction, 2-3 fois la tâche de diffraction. Donc il faudra un télescope 2-3 fois plus large. Donc on arrive déjà à 1,20 m fois quasiment 2 mètres pour le télescope. On est à des très gros télescopes. Déjà 65 cm, c'est pas mal du tout. Voilà, on arrive à peine à distinguer une planète de son étoile. On passe à la question suivante. Justifiez que dans le dispositif décrit dans le document 2, celui-là, les rayons lumineux issus de l'étoile et captés par les télescopes interfèrent de manière constructive au niveau de la recombinaison. Ok. Alors ici, si on a interférence constructive, ça veut dire que les ondes arrivent en phase et donc ont parcouru la même distance. Si vous regardez l'onde lumineuse en trait gras qui arrive dans les télescopes, elle arrive au même moment dans le télescope 1 et dans le télescope 2 et parcourt ensuite la même distance jusqu'à la recombinaison en passant par chacun son miroir. Donc les ondes arrivent en même temps, sans aucun retard l'une par rapport à l'autre, et donc on a forcément des interférences constructives. Les deux ondes arrivent en phase, il n'y en a aucune qui a du retard sur l'autre. Voilà. Je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de noter cette phrase. On passe à la question suivante. L'idée de Bresswell est d'ajouter, juste après le télescope 2, un système optique permettant d'ajouter un retard d'une demi-période sur le signal provenant du télescope 2. Donc, montrer que ce système optique produit des interférences destructives. Quelle sera l'intensité du signal lié à l'étoile? Alors, regardez ici, si on a des interférences, on vient de dire qu'on avait des interférences constructives, donc tout va bien. Et si on a un décalage, alors à partir des interférences constructives qu'on avait au départ dans le système, si j'induis un retard, alors là j'ai mis en rouge le signal venant du télescope 1, en bleu celui du télescope 2. Alors j'ai décalé, là j'ai mis une amplitude un peu plus petite pour le télescope 2, pour le signal en bleu, mais on a a priori les mêmes amplitudes, c'est juste pour qu'on puisse séparer les deux signaux. Regardez le décalage. Si on induit un décalage entre le signal en bleu venant du télescope 2 par rapport à celui en rouge venant du télescope 1, on voit que les signaux vont plus être en phase. On induit un retard du 2
par rapport au 1. Alors là, sur le schéma de droite, on n'est pas encore à une demi-période, on a à peu près un quart de période. Et regardez, hein, si on a une demi-période de décalage, on se met dans le schéma de droite, on passe d'interférences constructives où les ondes étaient en phase. Hop, si elles sont décalées d'une demi-période, elles passent à des interférences destructives. Donc, si on a des interférences destructives, et je l'ai dit, les deux intensités, les deux amplitudes sont les mêmes, donc elles vont parfaitement s'annuler. L'intensité du signal lié à l'étoile va être nulle. On ne verra plus l'étoile. Donc, ce qui se passera, on a l'étoile à côté de son exoplanète. L'idée, c'est d'éteindre l'étoile par interférence, en recombinant les signaux qui viennent des deux télescopes. Et en créant des interférences destructives pour l'étoile, on ne verrait que l'exoplanète. Donc là, c'est très exagéré en pratique. Hein. C'est plus compliqué, c'est un peu plus compliqué d'annuler complètement. Mais vous voyez, hop, on passe de l'étoile et on l'éteint par interférence constructive. C'est ça l'idée de Breswell. Passons à la question 2.3. Les rayons lumineux issus de l'exoplanète arrivent sur le dispositif interférométrique. Vous avez pour l'exoplanète donc un angle alpha qui va induire un retard, je vais vous le montrer. Vous faites confiance à l'énoncé, D fois sinus alpha sur C. Voilà, vous faites confiance à cette formule, vous devriez être capable de la montrer avec un peu d'aide, mais on nous donne cette formule, on la prend. Montrer que le signal issu du télescope 2 a un retard, tau prime, qui est le retard tau plus une demi-période. Alors déjà, d'où vient ce retard tau ici? Regardez, là, quand la lumière qui vient de l'exoplanète arrive sur les télescopes 1 et 2, hop, elle arrive d'abord sur le télescope 1 et arrive avec un petit retard sur le télescope 2. Donc ce petit retard qu'on note tau et qui dépend de l'angle alpha. Plus l'angle alpha, là ça se voit sur ce schéma, va être important, plus la lumière va arriver après sur le télescope 2. D'où la formule D sinus alpha sur C. La distance D entre les télescopes joue un rôle évidemment, et c'est là-dessus qu'on va jouer d'ailleurs pour avoir une image tout à fait correcte. Alors on reprend, on a déjà ce petit retard là, et on a dit juste avant que l'idée de Breswell c'était d'induire un décalage d'une demi-période en plus. Donc on a le retard tau normal, vu la géométrie des télescopes, la position des télescopes, plus une demi-période de décalage, tout simplement. À quelles conditions sur le retard tau' va-t-on obtenir une interférence constructive? On reprend la définition des interférences constructives. Alors, nous on l'avait plutôt défini sur la longueur d'onde, mais l'idée est la même sur le décalage temporel. La longueur d'onde c'était pour le décalage spatial, mais là pour le décalage temporel c'est la même chose. Et là on est sur le retard, donc le temps de retard, il faut, si on veut des interférences constructives, que les signaux reviennent en phase, et donc que le retard soit un multiple de la période. On va ainsi revenir en phase. Question 2.5, un petit peu de maths maintenant. Donc on va reprendre ce qu'on a dit juste avant. On veut que le retard tau' soit égal à un multiple de la période. Et à partir de ça, retrouver la relation qu'on vous demande de démontrer, D sinus alpha égale K-1,5 fois lambda. Bon, alors qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Alors vous voyez, si vous n'aviez pas mis K pour le nombre entier, mais N ou je ne sais quoi, c'est le moment d'aller rectifier, de prendre la même notation de l'exercice. C'est pour ça qu'il est important de lire toutes les questions d'une partie, au moins pour voir la notation, voir où on va. Et donc là, on a notre formule. On sait que tau' doit être un multiple de la période pour avoir des interférences constructives et on nous donne la formule tau' égale D sinus alpha sur C plus T sur 2. On va avoir tout simplement KT égale D sinus alpha sur C plus T sur 2. On recombine nos deux expressions, on identifie nos deux expressions du retard tau. Je vous rappelle que les questions se suivent. Dans la partie là, on utilise la question précédente à chaque fois pour faire la question d'après. Alors maintenant, le problème, c'est que on a tout avec la période T, mais pas la longueur d'onde. Il se trouve
trouve que vous connaissez par cœur la formule qui relie longueur d'onde et période. Voilà, donc on garde en tête toujours l'objectif, la formule à trouver, et vous connaissez par cœur la formule qui relie la période et la longueur d'onde. On va remplacer la période par lambda sur c. La période, c'est la longueur d'onde divisée par la vitesse de l'onde, par définition. On remplace dans notre formule la période par la longueur d'onde. Là, on va avoir, on a tout ce qu'il nous faut. K, il nous le faut. Lambda, c'est bon. C, on va voir que C va pouvoir être éliminé. D, on l'a. Sinus alpha, on l'a. Lambda, on l'a. Donc c'est C qu'il va falloir éliminer. Il va falloir simplifier cette expression. Donc reprenons notre expression. Ici, je veux isoler D sinus alpha. Donc je l'isole, je vais l'isoler à droite, mais vous savez qu'une égalité peut se lire dans les deux sens. On simplifie un petit peu la notation. Et je multiplie par C de chaque côté de l'égalité pour simplifier mon expression. On obtient bien D sinus alpha égale K fois lambda moins lambda sur 2. On est presque à l'expression qu'on veut. Il ne reste plus qu'à simplifier, à factoriser par lambda. Et voilà. On factorise par lambda à gauche et on a bien lambda fois K moins 1,5 égale D sinus alpha. On passe à la question suivante. Pour des petits angles, on vous dit que sinus alpha est environ égal à tangente alpha égale R sur D, R sur la distance Terre étoile, et on vous demande de trouver justement le petit d. Donc le petit d, c'est la distance entre les deux télescopes, et là on va faire comme tout à l'heure pour résoudre le problème. On va mettre en relation les formules qu'on a à disposition. Là, on vous donne une nouvelle formule, qui est de la trigonométrie, vous auriez pu trouver, sinus alpha égale R sur la distance Terre-étoile. Ça tombe bien, on a ces deux valeurs-là, tout va bien. Et vous avez également que D sinus alpha égale lambda fois K moins 1,5. Bon, allons-y, on peut identifier donc sinus alpha à R sur la distance Terre-étoile. Si on remplace sinus alpha par ce qu'il vaut, on obtient la relation. Et là, on connaît tout. On connaît lambda, on connaît R, on connaît la distance Terre-étoile et on cherche D. Et on vous demande la plus petite valeur de D, sachant qu'on a interférence constructive pour tous les cas entiers, donc pour K égale 1, K égale 2, K égale 3, etc. Nous, on veut la plus petite distance entre les télescopes, plus on va les éloigner du moment qu'on respecte cette formule avec K qui est un entier. On peut avoir une distance plus grande entre les télescopes et retrouver des interférences constructives. On va simplement prendre K égale 1 pour avoir la plus petite distance entre les deux. Donc voilà, d'abord j'isole D, et voilà ce que je vous disais, si vous voulez mettre pause pour le noter. Hop, K égale 1. On simplifie l'expression parce que 1 moins 1,5 est égal à 1,5, donc lambda sur 2 fois distance Terre-étoile sur R, distance exoplanète-étoile. On connaît les valeurs, on va aller les chercher. Et on trouve la distance entre les deux télescopes égale à 1,30 m. Voilà, fin de la correction. Alors si, un petit mot, on a bien, juste pour vous reconnecter avec l'exercice, R la distance entre la planète et l'étoile, D la distance entre les deux télescopes, des interférences destructives pour l'étoile, donc on va éteindre l'étoile si vous voulez artificiellement avec ces interférences destructives, et interférences constructives pour la planète, pour vraiment faire ressortir la planète, avoir une intensité lumineuse encore plus importante pour la planète. Voilà, intensité lumineuse qui diminue pour l'étoile, qui augmente pour la planète. Alors, moi j'ai pas entendu que ça ait marché encore, mais en tout cas c'est une idée intéressante pour arriver à visualiser des exoplanètes, sachant qu'une exoplanète, on les repère principalement par quelques rares exoplanètes, seulement indirectement, on ne les voit pas, on n'a pas de photo d'exoplanètes.